Aux États-Unis, une mystérieuse femme attire un homme d'affaires dans un autre État en lui promettant une transaction lucrative. L'homme disparaît. Les autorités demandent alors au FBI de les aider. On commence par soupçonner l'un de ses concurrents frustrés d'être impliqué, mais ce dernier semble inatteignable. Les agents auront recours à tous les moyens pour trouver un de ses anciens amis et le convaincre de révéler toute la vérité. L'aéroport international de Newark au New Jersey. Le samedi 24 février 1996, le vol 45 de la Kiwi Airlines décolla en partance pour West Palm Beach en Floride. Frank Black, 58 ans, comptait parmi les passagers. Black était à la tête d'une fructueuse entreprise d'autobus scolaires à Andover, au New Jersey. Ce multimillionnaire s'en allait en Floride pour y rencontrer un nouveau contact d'affaires. Black avait dit à sa famille et à ses collègues qu'il serait de retour le lundi suivant, juste à temps pour la réunion hebdomadaire. Il leur dit également que la personne qu'il devait rencontrer en Floride s'appelait Mia Giordano. Elle devait aller le chercher à l'aéroport. Ensuite, elle lui avait promis de lui présenter ses partenaires éventuels. Black souhaitait secrètement prendre sa retraite après avoir conclu cette affaire. En voyant qu'il ne rentrait pas le lundi, les membres de sa famille contactèrent la police d'État du New Jersey. Le sergent détective Lee Luddy fut l'un des enquêteurs assignés à ce cas de disparition. Il appelait fréquemment à la maison. Il voulait également toujours savoir comment les choses allaient au bureau. C'était le genre d'entrepreneur qui s'implique dans tout. Sans Frank, l'entreprise ne fonctionnait pas vraiment. C'est la raison pour laquelle ses employés s'inquiétaient de cette soudaine disparition. Frank n'avait jamais négligé ainsi ses affaires. Les enquêteurs du New Jersey interrogèrent Liana, la fille de Black, ainsi que Sally Roberts, sa conjointe et la gérante du bureau. Liana déclara que son père avait manqué une importante réunion où il devait discuter de la vente de son entreprise. De plus, il n'avait pas pris les messages qu'elle avait laissés sur son téléphone portable. Selon Sally Roberts, Mia Giordano, la femme de Floride, avait appelé à maintes reprises, mais elle n'avait jamais laissé son numéro de téléphone. Elle disait représenter une société du nom de Valdez Exportation. Elle s'était décrite à Black afin qu'il puisse la reconnaître à l'aéroport. Elle était blonde et mesurait 1,52 m. Un détective rendit visite à l'agent de voyage qui avait fait la réservation du billet d'avion de Black. Ce dernier confirma que Black lui avait acheté un aller simple pour la Floride. Il n'avait pas loué de voiture puisque son contact en Floride devait aller le chercher à l'aéroport. Les relevés de la compagnie d'aviation indiquaient que Black s'était bien trouvé à bord de l'appareil. Mais il ne s'était enregistré à aucun hôtel en arrivant à West Palm Beach. En examinant les transactions portées sur ses cartes de crédit, on constata cependant qu'il les avait utilisées en Floride. Pour suivre cette piste, les détectives du New Jersey contactèrent le bureau de Fort Pierce du service de police de la Floride. On confia l'affaire à l'agent Michael Driscoll. Une des cartes de crédit de Frank Black a été utilisée au Embassy Suites de Riviera Beach entre 1h et 2h du matin. C'était dans la nuit du 24 au 25 février.
Ensuite, vers 4 heures du matin, une autre de ses cartes de crédit a été utilisée pour régler une note d'essence dans une station-service du nord de Miami. C'était plutôt étrange, puisqu'il n'avait pas loué de voiture. L'agent interrogea l'employé qui travaillait cette nuit-là. Il ne reconnut pas Black sur la photo qu'on lui présenta. Les pompes à essence étaient toutes équipées d'un système de paiement automatisé par carte de crédit. Personne à la station n'avait donc eu de contact avec Black ou avec la personne qui avait utilisé sa carte de crédit. L'employé ne se rappelait pas non plus avoir vu une femme dont la description correspondait à celle de Mia Giordano. Driscoll contacta le secrétaire de la division des corporations de la Floride pour obtenir l'adresse de Valdez Exportation, l'entreprise que dirigeait Mia Giordano. Cette entreprise n'était pas enregistrée dans le système de l'État. Il essaya ensuite de retracer la mystérieuse femme. Nous avons effectué des recherches exhaustives pour identifier quiconque dont le nom serait Mia Giordano. Mais nous n'en avons trouvé aucune en Floride, ni personne dont le nom aurait été ressemblant. Nous avons ensuite fait des recherches au New Jersey, où nous avons obtenu les mêmes résultats négatifs. Le 1er mars, un détective de la police d'État du New Jersey se rendit en Floride, là où la piste de Frank Black s'était soudain arrêtée. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis plusieurs jours. Les détectives croyaient maintenant qu'il avait été victime d'un meurtre. Leur principal suspecte, une femme qui se faisait appeler Mia Giordano, était impossible à retracer. Les enquêteurs concentrèrent leurs efforts sur les appels qu'avait reçus Black au cours des quelques jours précédant son départ pour la Floride. Nous avons obtenu les relevés téléphoniques de Frank Black et constaté qu'on l'avait appelé d'une résidence de Jupiter. Cette résidence était louée par une certaine Lisa Costello. Elle n'était pas blonde comme Mia, mais elle mesurait aussi 1,52 m comme l'avait dit la suspecte. L'heure des appels de Lisa Costello correspondait à celle de la prétendue Mia Giordano quand elle avait convenu de rencontrer Black en Floride. Mia Giordano était un personnage fictif. Elle n'a jamais existé. Elle devait conclure un marché avec Frank Black, mais en réalité, Mia Giordano était Lisa Costello. Les enquêteurs montrèrent la photo de Costello à l'hôtel où la carte de crédit de Black avait été utilisée le 25 février. L'établissement était directement situé sur le bord de mer, à Riviera Beach. L'agent de l'État demanda à parler au commis en service lors de la nuit en question. Pendant qu'il l'attendait, il vérifia l'appareil téléphonique utilisé à l'aide de la carte de crédit de Black. Comme pour la pompe à essence, le client ne signait pas. Il ne faisait qu'insérer sa carte de crédit. N'importe qui pouvait avoir effectué l'appel. Karen Voorhees travaillait à la réception au cours de la nuit. Elle ne reconnut pas Frank Black sur la photo. Elle se rappelait toutefois une cliente venue au cours de cette nuit. Vers 2 heures du matin, une femme aux cheveux foncés avait demandé à louer une chambre. Quand elle avait appris que l'hôtel était complet, elle s'était servie du téléphone public pour trouver une chambre ailleurs. C'était à ce moment-là que la carte de crédit de Frank Black avait été utilisée sur le téléphone. Voorhees décrivit la femme. Elle était dans la trentaine, elle avait les cheveux bruns et mesurait un peu plus d'1,50 m. Driscoll montra alors à Voorhees la photo de 6 femmes différentes. Sans hésiter, elle choisit celle de Lisa Costello. Les enquêteurs de Floride commencèrent dès lors à surveiller étroitement la suspecte. Ils la prirent en filature pendant quelques jours pour connaître sa routine et découvrir ses contacts.
Ils s'aperçurent bientôt que Costello avait une liaison avec un certain Alan McCurley. Les enquêteurs vérifièrent ses antécédents. Comme Frank Black, McCurley était propriétaire d'une entreprise de transport au New Jersey, mais il s'était établi en Floride. Les deux hommes se connaissaient depuis presque toujours. Alan McCurley et Frank Black sont devenus des rivaux avec les années. Leurs deux entreprises de transport étaient situées à 15 km de distance l'une de l'autre. Bien qu'ils aient eu chacun leur propre entreprise et des contrats différents, ils étaient perpétuellement en concurrence. Des relevés téléphoniques indiquaient que Black avait reçu des appels récemment depuis la résidence de Floride de McCurley. C'était étrange compte tenu du fait qu'ils étaient des ennemis jurés. Les détectives parlèrent à nouveau à la gérante de l'entreprise de Black. Sally Roberts leur dit que Black et McCurley avaient déjà été amis, mais que leur rivalité en affaires avait fini par en faire les pires ennemis. Elle leur raconta la dernière rencontre des deux hommes à laquelle elle avait assisté. C'était lors d'un banquet organisé par l'industrie en janvier 1996. Frank et elle discutaient avec des amis lorsque McCurley s'était approché d'eux. Il en voulait à Black de lui avoir volé l'un de ses plus importants clients. Il l'avait alors menacé. Il a dit qu'il allait finir par l'avoir. Ça pouvait signifier qu'il voulait l'obliger à quitter les affaires, mais ça pouvait aussi dire qu'il comptait le tuer un jour. Black ne prit pas cette menace à la légère. Par la suite, il évitait d'aller à toute réunion où McCurley pouvait être présent, à moins d'être accompagné d'un collègue. Les enquêteurs contactèrent McCurley pour lui demander s'il avait vu ou parlé à Frank Black depuis peu. McCurley nia l'avoir appelé au cours des jours précédant le voyage de Black en Floride. Le fait qu'il ait nié avoir fait ses appels à l'entreprise de Frank Black, alors que nous savions pertinemment que c'était le cas, nous poussait à croire que quelque chose ne tournait pas rond. Les enquêteurs croyaient que McCurley et Costello avaient tué Frank Black. Mais ils devaient trouver des preuves solides. Ils firent appel à l'assistant du procureur, Robert Belanger. L'une des premières choses que le service de police de la Floride a voulu utiliser, c'était les micros. On doit avoir une très bonne raison pour écouter les conversations téléphoniques d'un individu. Nous avons donc rempli toutes les demandes requises et obtenu l'autorisation d'écouter les conversations téléphoniques d'Alan McCurley. Malheureusement, les enquêteurs n'eurent pas l'occasion d'entendre beaucoup de conversations entre McCurley et Costello puisqu'elle vivait désormais avec lui. S'il parlait de la disparition de Black, ce n'était pas au téléphone. Pour enregistrer une conversation incriminante, les enquêteurs devaient cacher les micros dans la maison du suspect lui-même. Après maintes formalités, un juge signa le mandat autorisant les enquêteurs à dissimuler des micros chez McCurley. Ils s'installèrent ensuite devant chez lui pour surveiller et écouter. Avec un peu de chance, le couple discuterait de ce qui était arrivé à Frank Black. Mais Alan McCurley et Lisa Costello étaient extrêmement prudents. Tellement que les enquêteurs en vinrent à croire qu'ils se savaient épier. Chaque fois qu'il commençait à parler de ça, il augmentait le volume de la radio. Nous nous sommes bientôt retrouvés avec des centaines d'heures d'enregistrement où l'on n'entendait que de la musique. Le corps de Black n'avait pas été retrouvé. McCurley et Costello pouvaient échapper aux autorités tant qu'ils garderaient le silence. En juin 1996, des agents de la police d'État de Floride croyaient qu'Alan McCurley et sa petite amie Lisa Costello avaient assassiné le millionnaire de 58 ans, Frank Black.
Malheureusement, les indices contre le couple étaient rares et le corps de Black n'avait pas été retrouvé. Les enquêteurs vérifièrent auprès des morgues des comtés de Palm Beach, de Broward et de Dade les derniers endroits où Black était allé. Aucun des corps arrivés récemment ne correspondait à la description de Frank Black. Si McCurley et Costello l'avaient tué, ils avaient bien brouillé les pistes. L'agent spécial Michael Driscoll du service judiciaire de l'État de la Floride exprima sa frustration à son ami Jay Miller, agent du FBI. Nous avions l'habitude de jouer au racquetball ensemble. Il me demandait souvent comment l'affaire progressait. Je lui disais, nous avons quelques petites choses, mais sans plus. Il me disait, si tu as besoin d'aide, ça me fera plaisir de te donner un coup de main. En juin 1996, l'agent spécial Jay Miller demanda à être assigné à l'affaire par le biais de son bureau de Fort Pierce. Même si Driscoll et moi étions de proches amis, je ne connaissais pas beaucoup les détails au sujet de la disparition de Frank Black. Mais en voyant son degré de frustration, j'ai décidé d'obtenir plus d'informations. Nous en sommes venus à une entente. La meilleure solution, c'était d'examiner l'affaire depuis le début. Les enquêteurs croyaient que McCurley avait tué Black à la suite d'un contrat d'autobus qui avait échappé à McCurley. Malheureusement, les micros n'avaient pas permis à la police d'obtenir des preuves contre lui. La meilleure piste était d'examiner la rencontre de Black et de Costello. Peut-être que, confrontée aux preuves, elle se retournerait contre McCurley. Ce coup risqué pouvait compromettre toute l'enquête. En remettant à Lisa Costello une assignation à comparaître, on l'encourageait ainsi à venir nous donner des informations en échange de l'immunité. Hypothétiquement, cela signifiait que si elle avouait avoir tué Frank Black, on ne pouvait utiliser cette déclaration contre elle. Le 13 juin 1996, Lisa Costello fut assignée à comparaître devant un grand jury de la Floride. Elle refusa de coopérer et eut une attitude hostile à l'égard des procureurs de l'État qui l'interrogeaient. Le juge l'a mis en garde que si elle refusait de répondre aux questions, il la ferait incarcérer pour outrage au tribunal. Costello ignora la mise en garde. Les enquêteurs croyaient que son refus de coopérer indiquait bien qu'elle était impliquée dans la disparition de Black. Il faudrait toutefois bien plus qu'une intuition pour résoudre cette affaire. Le plan d'assigner Costello à comparaître et de l'effrayer avait échoué. Maintenant que la plus proche alliée de McCurley était derrière les barreaux, les agents n'avaient aucun autre témoin à utiliser contre le suspect. Sans nouvelles pistes ni preuves matérielles, l'enquête entourant McCurley risquait de ne jamais aboutir devant les tribunaux. L'agent spécial Michael Driscoll et son équipe étaient plus que jamais déterminés à empêcher que ça se produise. Une de nos sources d'information nous a appris qu'un témoin était prêt à parler. Mais ce témoin craignait pour sa sécurité en raison de la violence d'Alan McCurley. Il croyait que le suspect était un homme violent et qu'il allait se venger s'il nous parlait. Ce témoin s'appelait Bill Anderson. Cet ancien pilote de la marine était l'ami le plus proche de McCurley. Les agents l'interrogèrent chez lui en Floride, dans sa maison située sur la même rue que celle de son ami. Comme McCurley et Black, Anderson avait possédé une entreprise de transport au New Jersey. Il avait aussi été pilote de ligne après 10 ans passés dans l'armée. Tout comme Bill Anderson, Driscoll, Bélanger, l'assistant du procureur et moi-même avions été des Marines. Cet homme avait le pouvoir de nous permettre de résoudre l'enquête. Dès le départ, nous avons eu un sentiment d'appartenance commune avec lui. Les enquêteurs croyaient que ce lien entre eux leur permettrait de convaincre Anderson de témoigner contre son ami. Il leur avoua que depuis peu, il remettait en question son amitié avec McCurley.
Mais il hésitait encore à divulguer des informations sur la nature de la relation entre Macaulay et Black. Les agents étaient persuadés qu'Anderson savait quelque chose qui leur permettrait de clore l'enquête en moins de 2. On sentait une hésitation de sa part. Nous avons été patients avec lui et nous lui avons donné le temps de faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire de chercher des conseils juridiques, par exemple. Dans notre esprit, il n'y avait pas de doute sur le fait que nous nous adressions à l'individu qui détenait les réponses. Les agents rencontrèrent Anderson à plusieurs occasions et gagnèrent peu à peu sa confiance. Il finit par déclarer qu'Alan Macaulay avait fait l'acquisition d'un avion plus tôt au cours de l'année. Il lui avait alors demandé de devenir son pilote d'avion privé en raison de son expérience. En échange, Anderson pouvait utiliser l'appareil de Macaulay à loisir. En mars 1996, au cours d'un séjour à Leesburg en Floride, où Anderson supervisait les réparations de l'appareil, Macaulay entra en contact avec lui. Il lui dit qu'il voulait survoler l'océan. Anderson lui répondit que l'appareil ne pouvait décoller avant plusieurs jours. Il lui suggéra ensuite de louer un autre avion, mais Macaulay lui dit que c'était impossible. Personne ne devait savoir qu'ils avaient pris l'avion. Anderson lui demanda alors pourquoi. Macaulay a confié à Bill qu'il avait tiré sur Frank Black et qu'il avait enveloppé son corps dans du plastique. Ensuite, il est parti en mer et il a jeté le corps dans l'océan, mais le corps ne coulait pas. En voyant ça, Macaulay a pris un couteau pour transpercer le plastique et faire couler le corps dans l'eau. Selon Anderson, il ajouta qu'il craignait que le corps n'ait refait surface. Il voulait survoler le secteur pour s'assurer qu'il n'en restait plus aucune trace. Anderson s'y opposa. Je crois qu'Anderson était réellement en état de choc. Comme Macaulay et Black, il avait évolué dans l'industrie du transport. Anderson et Black n'étaient pas amis. De fait, Anderson n'aimait pas Black non plus. Mais on ne tue pas quelqu'un parce que c'est un concurrent. Selon Anderson, Macaulay avait tué Black dans sa maison. Cet ancien pilote des Marines confirmait aux enquêteurs ce qu'ils soupçonnaient depuis le début. Cela a été le moment crucial de l'enquête. C'était ce que nous attendions tous. Je me rappelle avoir expliqué ensuite à Bill qu'il devrait le faire parler de l'affaire pendant que nous enregistrerions la conversation. Sans le corps ni l'arme du délit, la seule solution était d'obtenir les aveux de Macaulay. Le témoignage d'Anderson avait une certaine valeur, mais en cours, c'était sa parole contre celle de l'accusé. Anderson avoua au procureur qu'il hésitait à porter un micro. Il craignait Macaulay parce que ce dernier venait de lui avouer qu'il avait tué un homme, mais aussi parce qu'il lui avait parlé d'une de ses connaissances au New Jersey, qui s'était fait accuser d'un crime suite à une conversation enregistrée. Il a dit à Bill Anderson, « Si quelqu'un m'enregistrait à mon insu, je le tuerais. » Les enquêteurs promirent la protection de la police à Anderson. Le plan consistait à attirer Macaulay chez Anderson. Les techniciens du FBI cachèrent des micros et une caméra dans la cuisine. Une fois l'équipement installé, Anderson appela son ami. Il lui annonça qu'on l'avait assigné à comparaître et qu'il voulait lui demander des conseils sur la marche à suivre. Macaulay lui dit qu'il arrivait immédiatement. L'agent Driscoll était déjà dans la maison, prêt à intervenir en cas de danger.
Dès que l'équipe à l'extérieur verrait Macaulay approcher, elle aviserait Driscoll par radio de se cacher. En attendant le suspect, les enquêteurs virent des réparateurs de lignes téléphoniques arriver. Comme Macaulay craignait d'être enregistré, il pourrait croire que ces hommes étaient des agents secrets. Nous nous sommes dit que s'il voyait ces camions de réparation en arrivant à la maison, notre enquête était fichue. Macaulay devait arriver d'une minute à l'autre. Les enquêteurs ordonnaient rapidement aux réparateurs de quitter les lieux. Ils dissimulèrent ensuite l'endroit où le sol avait été creusé. Ils retournèrent à leur véhicule juste avant l'arrivée de Macaulay. Ils tentèrent alors d'alerter les hommes dans la maison, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils appelèrent à nouveau. Toujours rien. Il était impossible de savoir si Driscoll avait entendu la mise en garde. Ce n'était pas le cas. L'agent ne disposait que de quelques secondes pour se cacher. Anderson conduisit Macaulay dans la cuisine et s'assit à la table comme prévu. Il montra à Macaulay l'assignation qu'il avait reçue. Macaulay hésitait à parler. Il ne voulait pas parler à haute voix. Il pointait du doigt les murs en chuchotant « Personne n'est au courant ». Il parlait si bas que personne d'autre dans la maison d'Anderson n'aurait pu l'entendre. Non pas qu'il ait eu des soupçons à l'égard d'Anderson, mais parce qu'il soupçonnait la police de se cacher partout. Et il ne se trompait pas. Le détective Liddy et ses collègues écoutaient la conversation entre Macaulay et Anderson de sa voiture. Bill Anderson a discuté de la possibilité qu'il soit obligé de témoigner et de mentir pour Macaulay. Il a demandé à Macaulay s'il accepterait de sortir de l'ombre et de tout avouer advenant que lui soit incarcéré à cause de son silence. Alan Macaulay lui a alors promis de le faire. Macaulay ne voulait pas continuer la discussion dans la maison. Il conduisit Anderson à l'extérieur. Toute la conversation devait avoir lieu à la table de la cuisine de Bill Anderson, et pas ailleurs. Quand nous avons entendu Alan Macaulay dire « Allons prendre une marche », nous avons eu peur qu'il tente d'entraîner Bill Anderson dans un lieu où il pourrait le faire disparaître. La propriété était immense, il y avait beaucoup d'arbres. Les deux hommes pouvaient se trouver n'importe où sur le terrain. Mais sans le savoir, Macaulay entraîna Anderson près de l'équipe de surveillance. Le seul témoin, et du même coup toute l'enquête, était en danger. Si les agents étaient découverts, ils ne pourraient peut-être pas protéger Anderson de la colère de Macaulay. Les enquêteurs de Floride surveillaient Bill Anderson, un de leurs témoins dans l'enquête du suspect Alan Macaulay. Anderson portait un micro. Il tentait de faire parler son ami du meurtre de Frank Black. Le détective Lee Liddy du New Jersey craignait les conséquences si Macaulay apercevait les enquêteurs qui étaient dissimulés à proximité. Les deux hommes sont sortis à l'extérieur. La situation était très tendue pour les enquêteurs impliqués parce qu'à ce moment-là, nous n'avions plus aucun contrôle sur ce qui pouvait arriver. Comme ils étaient en mouvement, le tissu des pantalons de Bill Anderson faisait du bruit et il nous était très difficile de suivre la conversation. Nous n'étions plus sûrs de l'issue de l'affaire. Avant que Macaulay n'ait eu le temps de remarquer l'équipe de surveillance, Anderson l'entraîna dans la direction opposée. Les enquêteurs disposaient maintenant de déclarations incriminantes, même s'ils n'avaient pas encore eu d'aveu. Il ne fallait pas abandonner.
La complice de McCurley, Lisa Costello, était en détention. Elle avait été accusée d'outrage au tribunal 3 mois plus tôt pour avoir refusé d'obtempérer à une citation à comparaître. Les agents tentèrent d'obtenir des informations de ses amis pour exercer encore davantage de pression sur ce témoin hostile. Ils interrogèrent l'ancienne colocataire de Costello. Cette dernière leur dit que Costello avait déjà vendu de la cocaïne de même que du rouphenol, un sédatif inodore et insipide. Selon la dose administrée, le rouphenol peut détendre un individu ou lui faire perdre conscience. L'agent spécial Michael Driscoll croyait que Costello en avait peut-être administré à Frank Black. Dès le premier jour, nous avons soupçonné Lisa d'avoir invité Frank Black à prendre un verre ou à manger au restaurant. Nous savions que Frank Black n'aurait jamais accepté de plein gré d'entrer dans la résidence d'Alan McCurley. Le procureur espérait que ces informations pousseraient Lisa Costello à parler. Il la rencontra en prison. Il l'a mis en garde. Si elle refusait de coopérer, elle n'aurait pas l'immunité. On l'accuserait de meurtre. Malgré les avertissements du procureur Robert Belanger, Costello garda le silence. Lisa Costello aurait pu sortir de prison immédiatement si elle avait obéi à son assignation et nous avait dit ce qu'elle savait de l'affaire. Mais elle était si entêtée qu'elle a préféré être mise en détention pour outrage au tribunal. Malgré l'obstination de Costello, les enquêteurs ne lâchèrent pas prise. L'assistant du procureur Lawrence Merman avait l'intuition qu'il pourrait bientôt procéder à des arrestations. Nous disposions d'un témoin qui était un ami très proche de l'accusé. Nous avions découvert le mobile du crime et nous avions aussi des preuves indirectes. C'était un cas très solide. Le 29 août, les agents commencèrent à surveiller Alan McCurley du haut des airs. Simultanément, une équipe au sol encercla la propriété du suspect, après s'être d'abord assuré qu'il était seul. L'équipe prit position près de la porte d'entrée. Les hommes devaient attendre qu'il en sorte pour l'arrêter à l'extérieur. Quand il sortit accompagné de son chien, l'équipe passa à l'action. Surpris, le suspect ne présenta aucune résistance. 7 mois après la disparition de Frank Black, Alan McCurley fut enfin arrêté pour l'enlèvement et le meurtre de son ennemi. En l'absence de preuves matérielles, les procureurs s'attendaient à un procès difficile. Mais lorsque la nouvelle de l'arrestation de McCurley fut rapportée par les médias, ils reçurent un appel d'un homme qui croyait détenir des informations. Ce dernier accepta de faire une déposition. Robert Senedjian était le gendre du suspect. McCurley l'avait appelé le 25 février, soit le lendemain de l'arrivée de Black en Floride. Il lui avait demandé de l'aider à nettoyer sa maison. Lorsque Senedjian arriva le lundi 26 février, il constata que McCurley et Costello avaient déjà commencé des travaux de rénovation majeurs dans le vestibule de la maison. La moquette avait été arrachée et des parties du mur avaient également été enlevées. Senedjian déclara au procureur Robert Belanger que McCurley lui avait fourni une explication. Alan McCurley a dit à Robert Senedjian que Frank Black était venu chez lui le samedi précédent. Même Senedjian connaissait la tension entre les deux hommes. Il a exprimé sa surprise. « Pourquoi est-il venu chez vous ?» lui a-t-il demandé. Et Alan a refusé d'en dire plus. Il a simplement ajouté « Lors du procès d'O.J. Simpson, les indices génétiques ont joué un rôle. Nous devons nous assurer qu'on ne trouvera pas même un cheveu de Frank Black dans cette maison. » Senedjian jura de ne pas avoir vu une goutte de sang. L'agent spécial Miller lui demanda ensuite s'il avait posé d'autres questions à McCurley à propos des événements.
Il nous a dit qu'il n'avait pas eu besoin de demander quoi que ce soit d'autre à son beau-père. Il savait que quelque chose de très grave s'était produit dans cette maison et qu'ils étaient tous là pour nettoyer les dégâts. Les deux hommes utilisèrent un aspirateur industriel pour nettoyer l'entrée. Puis, Macaulay demanda à Senedjian de l'aider à emporter les débris au site d'enfouissement le plus proche. Senedjian raconta aux enquêteurs que Macaulay et lui avaient jeté des morceaux de gypse, de la moquette, de même que l'aspirateur, au site d'enfouissement de Martin County. Ces déclarations corroboraient celles de Bill Anderson. Macaulay a dit à Anderson qu'il avait tué Frank Black dans le vestibule de sa maison. Ensuite, Senedjian nous a appris qu'immédiatement après la disparition de Black, son beau-père lui avait demandé de rénover l'entrée de la maison. Comme par hasard, c'était exactement au même endroit. À la mi-août, une équipe d'experts en cueillette d'indices arriva au site d'enfouissement. Grâce au relevé, les enquêteurs purent déterminer à quel endroit les éléments avaient été jetés 6 mois plus tôt, soit le 26 février précédent. L'équipe se mit à la recherche de tout objet qui pouvait provenir de la maison de Macaulay. Au cours de 3 longues et chaudes journées, ils fouillèrent un endroit en particulier. Par la date, les superviseurs du lieu ont pu exactement déterminer à quel endroit se trouvaient les déchets. C'était situé dans un secteur où il était facile d'effectuer des recherches. Nous avons obtenu l'équipement nécessaire par le biais du bureau du shérif et l'équipe d'experts en scène de crime. Nous avons fouillé et trouvé la moquette qui provenait de la résidence de Macaulay. Les experts trouvèrent également des morceaux de gypse et un aspirateur dont la description correspondait à celle de Senedjian. Ils rapportèrent ces éléments au laboratoire judiciaire du service de police de la Floride pour analyse. Malgré leur forte présomption, les analystes du laboratoire ne purent pas formellement prouver que ces éléments provenaient de la résidence de Macaulay. Des techniciens examinèrent également le vestibule de la maison de Macaulay et ils trouvèrent des taches qui ressemblaient à du sang. Malheureusement, les marqueurs génétiques de l'échantillon n'étaient pas les mêmes que ceux de l'ADN de Frank Black. C'était une autre impasse. Les enquêteurs n'avaient toujours pas de preuves solides. Ils continuèrent à réunir tout ce qu'ils pouvaient pour offrir un cas solide au procureur Robert Belanger en cherchant à corroborer les éléments de la déposition de Senedjian à propos du nettoyage. Le FBI a envoyé des agents au magasin Walmart et Kmart du secteur. Il a obtenu les reçus d'Alan Macaulay pour l'acquisition de produits de nettoyage, de sacs à ordures, de rubans adhésifs et de tous les outils nécessaires pour nettoyer la scène du crime. Juste avant le procès, les enquêteurs apprirent une nouvelle troublante. Des prisonniers de Martin County disaient que Macaulay avait embauché quelqu'un pour tuer Bill Anderson. Macaulay savait sans doute que s'il empêchait Anderson de témoigner, les procureurs devraient abandonner la cause. Au début de 1997, le présumé meurtrier Alan Macaulay était détenu provisoirement pour le meurtre de Frank Black. Mais les enquêteurs apprirent qu'il avait aussi commandé le meurtre du témoin Bill Anderson. À partir de ce moment, nous avons accru l'effectif qui assurait la sécurité de Bill Anderson et nous avons commencé à faire les démarches nécessaires pour que sa femme et lui soient intégrés au programme de protection des témoins du gouvernement fédéral. Comme le tueur à gages de Macaulay ne ferait pas un témoin crédible en cours, on ne prit pas la peine de faire accuser Macaulay de cette autre tentative de meurtre. Le procès d'Alan Macaulay commença le 20 janvier 1998. Même sans le corps de la victime, le procureur de la Floride, Robert Belanger, était confiant de l'issue de l'affaire. Certains meurtriers ont été trouvés coupables en l'absence de corps. Ces cas remontent même au début de l'Angleterre. En cours, on ne croit pas qu'il faille récompenser les individus qui sont parvenus à se débarrasser du cadavre.
Le système juridique nous permet encore de prouver qu'un meurtre a été commis sur la base de preuves indirectes, comme les habitudes de la personne, ses occupations quotidiennes, ou le fait qu'elle n'ait pas fait ses bagages pour un long voyage, ou qu'elle ait manifesté son intention d'aller en Floride, par exemple. Tous ces éléments mis ensemble démontraient de façon assez convaincante que Frank Black était mort. Mais c'était quand même une source de frustration que de ne pas disposer du corps. Le principal témoin du procureur, Bill Anderson, se rappela alors un détail à propos du meurtre de Frank Black. Les procureurs comblèrent tous les trous qui restaient pour reconstituer les événements du 24 février 1996, soit le jour où Black avait été vu en vie pour la dernière fois. La petite amie de McCurley, Lisa Costello, alla chercher Frank Black à l'aéroport de West Palm Beach ce soir-là. Elle le conduisit à la résidence de son petit ami sous le prétexte de le présenter à de futurs partenaires. Black ignorait qu'il entrait dans la maison de son ennemi juré. Les procureurs croient que pendant que Costello et Black discutaient à propos des détails d'une lucrative transaction, elle aurait mis un comprimé de rouphénol dans son verre. Black ne s'en serait pas rendu compte puisque ce puissant sédatif n'a aucun goût, aucune odeur ni couleur. Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que la drogue fasse son effet. Comme prévu, McCurley prit alors la relève. Il demanda à Costello de prendre le portefeuille de Black. Plus tard, ils utiliseraient ses cartes de crédit pour mettre la police sur une fausse piste. Black était incapable de se défendre en raison du puissant sédatif. McCurley avait finalement le contrôle sur son rival. Il put décharger toute sa colère contre lui. Dans l'entrée de sa maison, il lui braqua un pistolet contre la tempe. Maintenant, McCurley devait éliminer toutes les preuves. Il enveloppa le corps et l'arme du crime dans un sac de plastique. Plus tard, il se servit de son bateau pour jeter le corps à 25 km de la rive. Lors de son témoignage, Anderson déclara que McCurley avait dû transpercer la pellicule de plastique et le corps de Black à maintes reprises pour qu'il coule. Il rentra ensuite chez lui pour nettoyer la scène du crime. Il arracha tout ce qui avait été taché de sang ou par des tissus humains. Il frotta ensuite tout le vestibule avec de l'eau de Javel. Le témoignage d'Anderson était étayé par des preuves indirectes très convaincantes. Les appels téléphoniques de la maison de McCurley au bureau de Black, les déclarations de Senedigian à propos du nettoyage et les enregistrements de la conversation entre Anderson et McCurley. Cela suffit à convaincre le jury. Le 4 février 1998, on trouva Alan McCurley coupable d'enlèvement et de meurtre. Après le procès de McCurley, débuta celui de Lisa Costello. Devant les accusations de meurtre qui pesaient contre elle, elle donna enfin un compte-rendu détaillé des événements qui avaient conduit à la mort de Frank Black. Elle a décidé de plaider coupable de meurtre au 3e degré et d'avoir retenu la victime sous un faux prétexte. La sentence pour un tel crime était moins sévère. On l'a condamnée à 10 ans d'incarcération à la prison de l'État de la Floride. McCurley fit appel de sa condamnation pour enlèvement, soutenant que Frank Black s'était rendu en Floride de plein gré. Il remporta sa cause.
Mais l'inculpation de meurtre fut maintenue. Alan McCurley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Même si le corps de Frank Black n'a pas été retrouvé, son meurtrier ne recouvrera jamais la liberté.